plus intéressé par l'angle d'approche qui a été privilégié cette année, c'est-à-dire que savait-on un an avant. Mais c'est moins, à la limite, que savait-on un an avant que, au-delà, une réflexion sur ce qu'est l'histoire. Euh, Finalement, on est pris entre deux tensions. D'un côté, euh, l'histoire nous dit, la recherche historique nous dit que, évidemment, il est impossible de comprendre un phénomène sans rechercher dans le court terme, le moyen terme et le long terme des éléments qui permettent de l'expliquer. Et donc ça aurait tendance peut-être à nous tirer vers voilà, un an avant, on savait bien comment ça fonctionnait puisque tous les mécanismes étaient en place. Sauf que l'histoire nous dit aussi qu'il n'y a pas de déterminisme, qu'il n'y a pas de fatalisme en histoire, que c'est pas parce que la situation était telle qu'elle était en 1993 qu'obligatoirement en 1994 il y a eu génocide. Et donc c'est entre ces deux tensions que j'aimerais poser la problématique de cette matinée avec deux experts du sujet qui sont bien connus depuis de nombreuses années, qui sont rattachés, comme Marcel d'ailleurs, au très grand laboratoire français spécialiste des mondes africains contemporains, le CEMAF, et où se fait non seulement la meilleure recherche française sur l'Afrique, mais sans doute une des meilleures recherches au monde. Mais justement parce qu'ils ont aussi ce double regard, c'est-à-dire le regard d'abord de l'historien expert, et c'est évidemment cette approche-là qu'on va privilégier, mais également celui de l'historien engagé. L'historien qui considère qu'il s'inscrit dans la société et qu'il y a une exigence de cette inscription qui impose une prise de position et non pas le regard éthéré d'une connaissance lointaine. Donc, je donnerai tout d'abord la parole enfin après il y aura des échanges de l'un à l'autre, et surtout après avec la salle. Donc je donnerai d'abord la parole à Jean-Pierre Chrétien, historien que vous connaissez très bien depuis des années, qui est un vieil ami, alors, mais vieux en amitié. Hein. Et donc, je vais d'abord lui donner la parole pour qu'il voilà, qu'il nous propose ces problématiques avant de passer la parole à son collègue et ami Léon Sort. Si tu veux bien. Oui. Ouais. Alors, je crois que la problématique vient d'être parfaitement évoquée par Denis Péchanski, et on a beaucoup hésité, Léon Sort et moi d'ailleurs, sur des titres à proposer pour notre intervention, tournant autour de cette notion, le génocide résistible, parce que prévisible, ou génocide imprévisible. Entre ces deux options, évidemment, la réalité est entre les deux. Il s'agit d'une réflexion d'historien. Alors, tout le monde sait que le génocide des Tutsis au Rwanda a été, j'allais dire, tardivement identifié. Je ne reviens pas sur ce qu'il y avait dans la presse à l'époque, et le contraste d'ailleurs entre la presse française et la presse belge de ce point de vue, puisque très longtemps dans la presse française, il était question de conflits interethniques, et il est beaucoup plus rapidement question de massacres dans la presse belge. Le terme génocide lui-même met un certain temps à apparaître. J'ai noté qu'il est présent dans la Libre Belgique dès le 13 avril, dans Libération le 26 avril, dans l'Humanité le 30 avril, dans Le Monde le 8 juin. Le Monde, pour fêter le 10e anniversaire, s'est illustré par une série d'articles du journaliste Stephen Smith disant
notamment avec son aplomb habituel, personne n'avait pensé à un génocide. Aucun chercheur africaniste n'avait publié une tribune libre pour annoncer le péril qu'il aurait pressenti. Alors, évidemment, les choses, je vais essayer de l'expliquer, ne sont pas aussi simples, mais il ne faut effectivement pas faire d'anachronisme. Moi, je pense toujours à ce que Pierre Vidal-Naquet écrit dans Les Assassins de la mémoire en ce qui concerne la nécessité plus que jamais de respecter la rigueur historique. Et il est vrai qu'en histoire, il y a cette idée des liaisons, des contextes, mais aussi ce principe, en quelque sorte, d'incertitude. Alors, on peut convenir effectivement que le génocide n'est pas tombé du ciel, comme le disait le texte d'Appel, mais en fait, ce que nous avons à comprendre ici, c'est pas rétrospectivement, avec beaucoup d'assurance, dire oui, oui, tout était prévisible. C'est d'essayer de comprendre les retards, les silences, et les explications, justement, d'un certain aveuglement. Aveuglement, comme le dira d'ailleurs la mission parlementaire française en 1998, à propos de ce qui se passait au Rwanda. Alors, il y a l'aveuglement au niveau des pouvoirs politiques et militaires. Il y a, c'est ce qui m'intéresse surtout, un certain aveuglement ou une certaine difficulté à réaliser ce qui peut se passer au niveau de l'opinion. Mais je ne veux pas, là encore une fois, partir facilement d'une leçon qu'on donnerait 20 ans après. Il faut dire que l'extermination, le projet d'extermination totale d'un groupe est une réalité radicale tellement inouïe, tellement inacceptable qu'on a du mal à en imaginer la réalisation. Alors je pense que si on se dit qu'il était facile de prévoir, ça relèverait peut-être plutôt d'une vision un peu simpliste de ce qu'a été le génocide, comme s'il s'agissait, j'allais dire, d'un complot tout ficelé, et qu'au fond, il aurait fallu que quelqu'un révèle ce complot. Or, la décision d'un génocide, comme chacun sait, est difficile à identifier. Il y a eu des travaux à ce sujet à propos de la Shoah. Il y a des emboîtements de décisions, il y a des successions de moments. Et au fond, la question des processus, des responsabilités, des complicités, elle n'est pas simple. Au fond, les gens qui essaient de nous dire que tout était simple avec une grande certitude, ce sont ceux qui réduisent ce négationnisme à un complot très simple. Alors pour les négationnistes, le complot Kagame et les Américains, mais il y a aussi d'autres versions, le complot tout ficelé, j'allais dire, dans les couloirs de l'Élysée, ou la réduction du génocide à une sorte de conjoncture tactique, à un choix tactique qui aurait eu lieu le 12 avril, je pense au dernier livre d'André Guichawa à ce sujet, qui est tout à fait dans la ligne de ce que des militaires français ont dit, par exemple le général Hogarth, disant que le génocide n'a été qu'un ordre de conduite. Pour les spécialistes de la chose militaire, que je ne suis pas, j'ai été m'informer, l'ordre de conduite, c'est une décision purement tactique. Bon, donc, en fait, un génocide, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué, et ça ne se décrète pas par un coup de sifflet, ou alors c'est parce qu'on pense que, comme souvent, en Afrique, n'est-ce pas, tout est possible. Alors, donc, l'objectif ici, c'est de percevoir les réactions ou les non-réactions dans l'opinion et l'establishment français en ce qui me concerne. Donc, c'est un exercice intéressant qui m'a été proposé. Enfin, moi, finalement, au début, je me demandais par quel bout j'allais prendre ce sujet. Et ça m'a amené à une sorte d'introspection intellectuelle, si j'ose dire, aidée par des textes, un retour en arrière pour essayer d'appréhender réellement ce que j'avais perçu, ce que j'avais redouté et ce que j'avais dit, notamment en 1992 et 1993. Alors, ça va se dérouler en 3 moments. J'expliquerai d'abord qu'il y a une série de signaux qui sont apparus, clairement, que ces signaux ont été contrecarrés par des espoirs, ces espoirs rappelés tout à l'heure par Marcel, en ce qui concerne la société civile rwandaise, et enfin, une réflexion sur l'espèce d'écran, de blocage intellectuel qui faisait qu'on avait du mal, dans beaucoup de milieux, à réaliser qu'un génocide soit possible en Afrique. Alors d'abord, en ce qui concerne la montée des périls, il y a eu des signaux manifestes qui sont
montrer. Je rentre d'abord dans un domaine privé. Il se trouve que il y avait une famille de Rwandais amis qui vivaient près de chez moi, Anthony, je vois un de ses représentants dans la salle, qui m'avait montré une lettre du 9 septembre 1992. Un certain Jean Nepomucène, fonctionnaire à Nyanza, écrivait, je ne vais pas lire toute la lettre évidemment, il écrivait à cette famille rwandaise installée en France: puis-je te demander de me chercher un bienfaiteur à qui je peux confier l'un de mes enfants pour assurer au moins la survie de cet enfant. Bon, ce qui montre qu'il y avait perception, on m'avait parlé de cette lettre, et perception de cette menace. Maintenant, revenons à comment dire, l'approche plus générale. Disons que je crois que l'année 1992, et je l'ai d'ailleurs dit dans un article paru l'an dernier dans Libération, l'année 1992 a représenté un tournant. Un tournant par la montée d'un extrémisme manifesté de différentes façons. Je ne vais pas y revenir, par la montée de cette logique Hutu Power, par l'apparition du parti extrémiste CDR, Coalition pour la défense de la République, qui était au cœur du système, en fait, par des massacres au Bugesera, Kibouye, etc., par des discours, notamment le fameux discours de Léon Mugesera du 22 novembre, disant que cette fois-ci, il ne faudrait plus épargner les enfants Tutsis, mais renvoyer leurs cadavres en Éthiopie par le Nil. Bon, on pouvait savoir, on savait qu'il y avait une propagande au cœur du pouvoir, et en même temps, ça s'accompagnait d'une mise en œuvre dans des tueries orchestrées. Personnellement, comme chacun sait, je connais beaucoup plus le Burundi que le Rwanda. Et j'avais été sensibilisé aussi en 1991-92 par le fait que le Burundi devenait comme un enjeu aussi pour les extrémistes rwandais, comme s'ils voulaient entretenir une stratégie de la tension dans un pays fragile aussi. Il y a eu par exemple des massacres organisés par des bandes venues du Rwanda sur le thème de Simusiga, ça veut dire que rien ne reste, définitif, l'éradication, et c'est un terme plutôt rwandais. Et donc, il y avait manifestement une espèce d'utopie régionale autour de ce thème racial. Et puis, en même temps, en 92, il y avait un organe publié en français, diffusé internationalement, Kangoura Magazine, émanant de l'organe évoqué par Marcel Kangoura, qui a publié en 92 un texte sans ambiguïté. Vous êtes au Hutu, il s'adresse au Hutu, vous êtes une ethnie importante du groupe Bantou, sachez qu'une minorité orgueilleuse et sanguinaire se meut entre vous pour vous diluer, vous diviser, vous dominer, vous massacrer. Les Tutsis possèdent un code franc-maçonnique qui leur permet de se reconnaître entre eux. La nation est artificielle, l'ethnie est naturelle. Bon. Alors, ces textes-là, ils n'étaient pas cachés. On pouvait y accéder, on y accédait, ils circulaient. J'avais donc écrit dans Politique africaine un article en juin 91 sur les 10 commandements du Hutu, puis dans un bulletin d'une ONG bretonne, le CRIDEV, un texte qui s'appelait « Le régime de Kigali et l'intervention française, sortir du silence ». Et chaque fois, j'insistais sur ce langage de race, ce langage raciste, qui faisait appel à des slogans, donc faisant des Tutsis des êtres diaboliques responsables de tous les malheurs. Puis est venu, alors en 1993, là je suis en train d'énumérer des signaux essentiels à mes yeux à l'époque. Est venue la mission dont Éric Gillet parlera mieux que moi, la mission FIDH Human Rights Watch de janvier 1993, qui a dénoncé des actes de génocide. Et ça a été suivi en France par l'intervention de Jean Carbonard, qui avait fait partie de cette délégation et qui était le président de Survie, le 28 janvier 1993, sur Antenne 2, interrogé par Bruno Mazur. Certains d'entre vous s'en rappellent sûrement. Ce qui nous a frappé au Rwanda, c'est l'ampleur, etc., des massacres. On a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier. On sent que derrière tout cela, il y a un mécanisme qui se met en route. On a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le rapport que la Commission a établi. Et j'ai noté
que dans un article que j'ai publié dans Esprit en mars-avril 93, en fait, je le reconnais, c'est la première fois que j'emploie moi-même le mot génocide. Et sans doute dans le prolongement de cette enquête. Je parle dans cet article d'une idéologie de purification ethnique, du discours de Léon Mugesera que j'ai déjà évoqué, et on assiste à la reproduction d'un véritable racisme, une sorte de anti-hamitisme visant les Tutsis au nom du droit supérieur d'une prétendue race bantoue. J'évoque le piège de cet intégrisme ethnique et je dis que cela peut aboutir à un génocide. Donc, là, je fais le point, vous voyez, des événements qui étaient connus, sur lesquels j'ai eu à réagir, mais que beaucoup de gens pouvaient connaître quand ils s'intéressaient à cette région, en notant aussi que finalement, c'est avec prudence qu'on employait le mot génocide, qu'on se disait, mais est-ce qu'il faut aller jusque-là? Et la mission de janvier 93 a représenté de ce point de vue un tournant. J'ajouterais aussi que, encore une fois, le Burundi, c'était un peu mon pays d'adoption dans la région. Vous savez qu'en octobre 1993, le président Hutu élu en juin précédent a été assassiné par un putsch militaire organisé par donc des militaires Tutsis. Et cet assassinat a été suivi de massacres de dizaines de milliers de Tutsis dans différentes communes du pays, de massacres organisés. Donc, ce qui me semble être ressorti de cet événement, vu au fond l'absence de réaction internationale devant cela, c'était le signe qu'un génocide, des actes de génocide en tout cas, pouvaient se perpétrer dans la région dans l'indifférence des Européens, avec à l'arrière-plan, j'y reviendrai, ce thème en ce qui concerne majorité Hutu, minorité Tutsi, qu'il y aurait une sorte de légitimité naturelle des réactions du peuple majoritaire, de la colère populaire. Alors, je ne vais pas développer, je pourrais plus sur le jeu de miroir entre Burundi et Rwanda, ça pourrait faire l'objet d'autres interventions. Maintenant, pourquoi, malgré ces signaux, moi-même, j'ai tant tardé, si on peut dire, à parler des génocides, et pourquoi on pouvait ne pas y croire jusqu'en 1994. D'abord, il y a des motifs d'espoir. L'idée d'un dépassement possible de l'héritage de l'antagonisme Hutu-Tutsi qui semblait au cœur de l'histoire du Rwanda et aussi du Burundi. Alors, justement, j'avais publié un article en 1992 dans la revue Genève-Afrique, qui suivait une conférence faite à Genève l'année précédente, et où je montrais que, en fait, le Rwanda était dans une situation paradoxale. La société avait changé. Les liens entre les différentes parties de la population, notamment dans toute la moitié méridionale, ne ressemblaient plus du tout à ce qui se passait au moment de l'indépendance. Il y avait vraiment une espèce d'intégration qui se faisait dans la société, dans l'économie, dans la vie culturelle. Et en contraste, il y avait un pouvoir politique qui cultivait, au contraire, le clivage par un système de quotas et par un acharnement à refuser tout retour des réfugiés. Il y avait donc une société qui s'ouvrait et un pouvoir qui se crispait sur des choix racistes, dans un contexte d'ailleurs de crise économique. Alors, effectivement, il y avait matière à espoir. Le multipartisme qui finalement est reconnu à partir de 1991, une presse de multiples opinions qui se développent, une société civile, des prises de position même au sein de l'Église dont les positions, disons, étaient connues concernant ses liens avec le pouvoir. Je pense à un texte des prêtres du diocèse de Cap-Gaï de décembre 91. Et puis, un exemple. En mars 92, un signal important sont les massacres du Bugesera, c'est-à-dire des massacres systématiques organisés par l'administration locale, après tout un mécanisme de provocation, lancé par la radio, dirigé par l'historien Ferdinand Nahimana. Donc, vraiment un processus de massacre organisé de Tutsis au Bugesera. Eh bien, face à ces massacres, on voit un parti d'opposition, le MDR, qui sort un communiqué de presse à Kigali le 11 mars, intitulé « Halte au massacre des innocents », qui dénonce la provocation
de la radio dirigée par Ferdinand Neymana, qui dénonce le rôle ethnisant du cercle des républicains progressistes, qui était un de ces groupes liés aux extrémistes, qui dénonce l'incitation à la haine ethnique. Donc, quand vous voyez un pays qui, évidemment, est touché par des massacres racistes, mais en même temps, une opposition intérieure qui n'hésite pas à s'exprimer, où les Hutus sont prédominants au MDR, et qui protestent, vous vous dites qu'il y a des chances, qu'il y a une situation tendue, difficile, mais qu'il y a des chances que les choses évoluent favorablement. Et on trouve des échos de cela dans la presse française, dans Le Monde par exemple, avec un article de Catherine Simon. On trouve même le Parti socialiste, le parti du président Mitterrand, sort un communiqué le 12 mars, très jésuite si j'ose dire, dénonçant la montée de l'intolérance ethnique et la responsabilité des forces de l'ordre qui vont jusqu'à encourager des actes de violence. Bon, mais alors au Rwanda même, il y a une association rwandaise pour la défense des droits de la personne et des libertés publiques, fondée par l'historien Hutu, il faut préciser les choses, Emmanuel Tezimana, qui sort un rapport en décembre 92 qui fait le point sur toutes les atteintes aux droits de l'homme en 91 et 92. Petite parenthèse, ce rapport, un gros rapport de environ 200 pages, il se trouve que j'en ai donné copie à l'ambassadeur Marleau le 1er avril 1993. C'est pas une plaisanterie, j'ai noté, c'est toujours sur mon agenda. Avant qu'il parte au Rwanda, pardon, je lui ai donné ce rapport. Apparemment, ça n'a pas eu beaucoup d'effet dans l'appréciation des autorités françaises sur ce qui se passait au Rwanda. Et que trouvait-on en fait effectivement dans ce rapport? On trouvait la dénonciation de violences, d'atteinte aux droits de l'homme auxquelles on s'est habitué, écrivait Emmanuel Tezimana, dans le système totalitaire dans lequel on a vécu pendant des années. Et il y a la dénonciation des massacres des Tutsis, du Bugesera, etc. Mais la conclusion de ce rapport, toujours d'Emmanuel, c'était les raisons d'espérer. Une société civile agissante, le réveil démocratique, les communautés de base ne sont pas responsables des crises. Et il faut dire qu'ensuite, en août 93, quand les accords d'Arusha sont signés, bien, ce qui l'emportait, c'était l'espoir. À l'époque, j'ai retrouvé dans mes papiers là, un article que j'avais sorti dans Marchés tropicaux en octobre 93, où je disais qu'il y avait donc une maturation de la société civile qui expliquait cette évolution politique et qu'on n'était pas devant une simple permutation de pions sur un échiquier tribal, mais d'un virage décisif, etc. Bien. Alors, pour terminer, pourquoi finalement on a eu tant de mal dans beaucoup de milieux à comprendre ce qui risquait de se passer? Je pense, alors ça c'est une chose que je répétais, je l'ai retrouvé en me relisant sans arrêt, et que je continue à considérer comme essentiel en tant qu'historien de l'Afrique, parce que ce problème se retrouve ailleurs, c'est la pesanteur de la lecture ethnique. De la lecture ethnique comme une lecture naturaliste. Il est normal que les Hutus et les Tutsis se détestent. En plus, les uns sont majoritaires, les autres minoritaires. En plus, les uns, la minorité Tutsi, autrefois contrôlait la monarchie, les autres, c'était le peuple. Donc, il y a tout un mélange socio-racial qui rendait toute analyse, faisait entrer toute analyse dans l'ordre de la fatalité. Alors, il pouvait y avoir des gens qui faisaient de leur mieux, mais il y avait une fatalité. Et donc, dès qu'il y a fatalité, il n'y a pas de responsabilité. Alors, je pense que chaque fois que, et ils ont été nombreux, les gens qui annonçaient des menaces de massacres tribalistes, eh bien, en fait, c'était une façon de ne rien annoncer du tout. Parce que annoncer des massacres tribalistes, c'était annoncer une fatalité, et ce n'était pas du tout analyser une situation politique et idéologique qui était porteuse, elle, d'un génocide et non pas de massacre ethnique. Donc, c'était une forme d'occultation. Et c'est cela que j'ai expliqué sans arrêt. J'ai retrouvé ce que j'avais dit à la commission sénatoriale belge en 1997, où j'avais été invité. Je leur ai dit, je dirais qu'il n'est pas étonnant que le génocide n'ait pas été prévu. Je pense que la commission sénatoriale a été un peu ouvert les yeux quand ils ont entendu ça. N'est pas réellement été envisagé comme une éventualité sérieuse, ni par des responsables en principe bien informés, ni par l'opinion internationale, y compris belge. Une telle dimension dans l'horreur était difficilement envisageable, mais surtout, cela me paraît fondamental,
elle semblait impensable compte tenu de la respectabilité qui auréolait le régime en cause et la bonne conscience sans limite qui habitait ses dirigeants et ses propagandistes. Donc là, il s'agissait du fait qu'une vision ethnique se combinait avec une vision sociale qui faisait qu'a priori, le pouvoir émanant d'une majorité ethnique était un pouvoir démocratique. Donc il ne pouvait faire que de bonnes choses. Donc il y a une combinaison dans le regard, mais un regard très prégnant, hein, sur à la fois la composition ethnique et la logique sociale et politique. C'est ce qui amènera, d'ailleurs en plein génocide, le 1er juin 1994, Marie-France Cros a fait un article remarqué dans la Libre Belgique intitulé « Un racisme de bonne loi », en disant « mais après la Shoah, on n'ose plus décrire les Juifs selon les stéréotypes des années 30 ». Eh bien, allez, au Rwanda, on continuait tranquillement à employer le vocabulaire racial pour les caractériser. Effectivement, il suffit de lire de nombreux articles. Le Monde, en octobre 90, au moment du début de l'attaque du FPR au nord, rappelle, le correspondant à Nairobi rappelle que les pasteurs nomades de tradition guerrière, les Tutsis se raccrochent à la branche des Nilotiques, on les dit quelque peu sûrs d'eux-mêmes et dominateurs, les Hutus, eux, appartiennent au monde bantou, volontairement ou non, ils se donnent l'image du paysan accroché à leur terre, madré mais plutôt rustre, malhabile en politique. Voilà le regard qu'on avait. À partir d'un tel regard, on ne peut pas imaginer un génocide. Un génocide, c'est une réalité de société moderne, de société européenne. En Afrique, c'est comme ça. Ça veut dire les gens s'entretuent de façon quasiment naturelle. Et quand, je répète, quand des observateurs annonçaient des massacres ethniques inévitables, ils n'annonçaient pas du tout de génocide. Par exemple, le juriste belge Philippe Rentiens, interrogé par la RTBF le 5 octobre 1990, dit « Les risques sont grands de voir à nouveau se développer une guerre civile, etc. » Non, c'est la question. La réponse, oui, le risque est réel. S'il y a une panique qui s'installe au Rwanda, il est inévitable, quand on voit les expériences du passé, que les paysans, les simples paysans, oui, la logique rural ou bantou, hein, pris de panique dans une peur d'une 5e colonne Tutsi, vont s'en prendre aux Tutsis. Donc c'était inévitable et c'était naturel. Hein. Et alors on peut dire après coup, vous voyez, on avait prévu qu'il se passerait des choses graves, mais non. On a prévu là quelque chose de rituel et d'acceptable, on n'a pas prévu un génocide quand on dit ça. Alors, en mars 1992, j'ai noté aussi, pour parler un peu des milieux dirigeants français, que interrogé sur la situation au Rwanda par la communauté rwandaise de France, un membre du cabinet du ministre Roland Dumas répond « Dans un contexte d'exacerbation des tensions interethniques ». Donc, après les événements de mars 92, massacre organisé, dénoncé comme raciste au Rwanda même. Hein. Après dans un contexte d'exacerbation, le détachement norrois, c'est le détachement militaire français, s'est avéré un instrument efficace dans le domaine humanitaire, comme l'illustre l'envoi les 11 et 12 mars dans le Bouguessera de plusieurs tonnes d'aide alimentaire et la campagne de vaccination qu'il a effectuée. On dirait un discours de l'époque coloniale. Hein. Mais en tout cas, encore une fois, la vision, c'est en Afrique, les ethnies se battent. Il n'y a pas d'enjeu politique, ce qui fait qu'on n'a pas, à la limite, à prendre parti pour une option politique face à une autre. On a essayé de maintenir l'ordre entre les tribus. Et pour faire une excursion vers une époque plus récente, 1998, il y a eu vous savez, à la télévision, les émissions de retour sur image de Schneiderman, et il y a eu retour sur image de l'émission de Jean Carbonard. Et Hubert Védrine est présent. Là, et alors il dit, mais à l'époque, tout le monde le sait, ce que disait Carbonard. Alors Schneiderman lui demande, tout le monde sait quoi? Et que le problème de la cohabitation entre Hutu et Tutsi n'est pas réglé. Et alors, il termine en disant « Ce pseudo-avertissement sur le génocide, c'est une présentation comme ça pour ameuter le chaland. » Bon. Alors, il faut noter qu'il y a eu
du côté français, notamment entre février et avril 93, une espèce de surinvestissement de propagande. C'est l'époque où on présente les Tutsis comme cruels, fourbes, des Khmers noirs, ayant un plan d'empire Tutsi associé à un programme anglo-saxon, etc. Enfin, des choses que nous connaissons qui sont reprises dans la littérature négationniste. À ce propos, vous voyez, enfin, mon idée, c'est que cette vision raciale, quasi inconsciente, puisqu'il s'agissait d'Afrique. En Afrique, il ne peut pas y avoir de racisme, il y a les tribus. Donc cette vision ethnique est en fait une vision raciale, une vision naturaliste. Elle était là, omniprésente, et cette vision raciale empêchait en quelque sorte d'analyser l'idéologie, l'option raciste qui était en cause dans la société, dans la politique rwandaise. Et au fond, cette espèce de poids de l'idéologie, alors, sur lequel, personnellement, j'avais insisté, je pense que c'est des choses qui font réfléchir et que l'on retrouve aussi dans des réflexions, des publications en ce qui concerne la Shoah, quand, par exemple, j'ai noté Édouard Husson dans son livre sur la décision « Nous pouvons vivre sans les Juifs », c'est le titre, ni Hitler ni les hommes de la SS ne pouvaient renoncer à ce qui représentait le cœur de leurs convictions. On pourrait faire basculer cette phrase dans le cas rwandais. Ou récemment, Olivier Vievorka, commentant le livre de Neitzel et Welser sur les témoignages de militaires allemands prisonniers, c'est l'idéologie nazie qui fournit les cadres mentaux permettant de distinguer le licite de l'illicite. Mais c'était ça l'enjeu au Rwanda. Et c'est ça qu'on ne voulait pas voir. C'était cet encadrement, cette grille idéologique, ce poids mental qui faisait qu'il était impossible, d'une certaine façon, de ne pas être raciste, si on peut dire, au Rwanda, un peu comme, selon Lucien Febvre, il était impossible d'être un croyant au XVIe siècle, vous voyez, enfin, mutatis mutandis. Bon, mais y avait cela. Donc, moi, mon regard d'historien travaillant sur cette région, c'est pour aboutir aux conclusions, c'était au fond non pas de prédire un génocide. Vous savez, je n'emploie le mot génocide qu'en avril 93 dans la ligne de la mission FIDH. Mais depuis les années précédentes, ce que je mettais en cause, c'était l'analyse ethnique basique, c'était le rôle d'un racisme qui m'a conduit, en fait, dès la première semaine d'avril 94, de comprendre ce qui se passait et de publier Le nazisme tropical le 26 avril dans Libération. Alors, pour rappeler un peu ce contexte, au fond, l'argumentaire que je m'efforçais de faire passer, et c'était très difficile. En fait, la presse française ne faisait pas du tout écho, ou très peu écho, à ce type d'analyse. J'ai photocopié le texte que j'ai présenté à la conférence de presse dont se rappelle peut-être Éric Gillet, le 24 mars 1992 à Paris. Vous étiez là, et j'avais donné mon appréciation. Et au fond, tout ce que je suis en train de vous expliquer était là. C'est-à-dire, non pas encore une fois qu'on annonçait un génocide, mais on redoutait le pire. Et personnellement, le pire pour moi, c'était l'idéologie raciste qui imprégnait ce pays et qui était reprise en main par le pouvoir à l'époque. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi. J'ai retrouvé des lettres que j'ai écrites à M. Kofi Yamyan, à l'époque secrétaire aux affaires sociales, à M. Jean Auroux, président du groupe socialiste. Sans arrêt, je développais ça. Bon, c'était chanté chez des sourds. Bon, alors, donc, pour terminer, il ne faut pas faire d'anachronisme. Il n'y a pas de fatalité évidente d'un génocide. Il y avait, par contre, matière à s'inquiéter avec la montée en puissance d'un racisme déjà très prégnant dans la société rwandaise, mais que la société rwandaise semblait être en passe d'évacuer, et ce racisme, au contraire, repris de façon virulente par un pouvoir, par des médias, et donc ce racisme laissait redouter le pire. Et pour terminer, je pense que si on avait ça en tête, il y avait des décisions peut-être qui auraient pu s'imposer en avril 94, quand le 7 avril 94, qui était à mes yeux
le refus de reconnaître le gouvernement du 8 avril et son délégué à l'ONU, de reconnaître que c'était un gouvernement putschiste d'extrémistes qui ne représentait pas les accords d'Arusha, et d'appuyer le général Dallaire dans ses demandes, et notamment revoir ce qu'il écrit, revoir ce qu'écrit Alison Desforges, chercher une solution dans une jonction entre les éléments militaires rwandais qui n'étaient pas extrémistes, qui se sont d'ailleurs exprimés le 12 avril, et les forces de l'ONU et le FPR, qui étaient, qu'on le veuille ou non, à l'époque, non pas des rebelles, mais une force partie prenante des accords d'Arusha. Alors ça, on peut refaire l'histoire, mettre Paris dans une bouteille, mais je pense que si on avait en tête qu'il y avait un pouvoir raciste qui s'imposait à Kigali, il y avait matière à réagir politiquement de façon ferme. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est un mélange de lâcheté, tout ce qu'on veut, tout ce qui a été écrit, mais aussi un défaut d'analyse, de prise au sérieux d'un racisme en Afrique. Et ça continue aujourd'hui dans les débats que nous avons avec les négationnistes, d'ailleurs. Bon, je termine. Tout à fait passionnant ce mélange d'histoire et d'égo-histoire, d'une certaine façon. On reviendra certainement dans le débat sur quelques-uns des points forts. Je pense à l'idée que dès qu'il y a fatalité, il n'y a pas de responsabilité. Le fait que ça renvoie à un discours sur l'Afrique, qui est un discours qui a des racines coloniales, qui me semble c'est intéressant de voir à la fois le discours que tu proposes, qui est un discours sur l'origine coloniale du discours sur les massacres, et en même temps d'affirmer, comme tu le fais, des catégories universalistes de l'approche historienne, en disant, voilà, on pouvait définir avec nos catégories à nous cette situation en Afrique, et des catégories qui sont des catégories qui peuvent couvrir aussi bien l'Afrique que l'Europe ou l'Amérique. Donc là, on a des pistes très, très importantes, de même que le rapport entre génocide et modernité. Ça me fait penser à ce qu'a écrit Rabinovitch, enfin, qui est la thèse centrale du philosophe qui, dans un de ses ouvrages, définit le génocide au Rwanda comme, je ne cite aussi, comme un génocide de la modernité, et non pas, comme on l'a dit et écrit souvent, un génocide archaïque, un génocide, et justement dans une catégorie, dans des catégories qui étaient des catégories de pensée néocoloniales. Donc, on reviendra certainement dessus. Je passe maintenant tout de suite la parole à Léon Sor, qui, vous l'avez entendu tout à l'heure, vient de soutenir une thèse sur le sujet et sur les catholiques. Le titre exact, c'est Catholiques belges et Rwanda, les pièges de l'évidence. Si mes notes sont bien prises. Alors, ce qui effectivement est intéressant dans ta démarche, c'est que c'est comme avec toi, c'est ce mélange d'expertise historienne et puis d'engagement, non seulement d'historien, mais d'engagement politique, compte tenu de tes responsabilités de l'époque au sein du Parti social chrétien. Donc, bien écoute, je te donne la parole, parce que c'est quand même à vous deux de parler, pas à moi. Merci, Monsieur le Président. Qu'ajouter après Jean-Pierre Chrétien? C'est toujours difficile de prendre la parole après lui sur un sujet comme celui-là. Je dirais que lorsque Marcel Kabanda m'a téléphoné il y a quelques semaines maintenant, peut-être déjà 2-3 mois, pour me demander si j'acceptais de venir prendre la parole aujourd'hui, je dois dire que j'ai dit oui. J'ai dit oui sans beaucoup réfléchir, parce que Marcel est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'apprécie beaucoup. C'est un ami, même si nous nous voyons très rarement, et il est toujours difficile de refuser quelque chose à un ami.
Il faut dire aussi qu'à l'époque, j'avais d'autres chats à fouetter, une soutenance de thèse, vous venez d'y faire allusion. Et c'est vrai que lorsque la question s'est posée de concrétiser ce que j'allais pouvoir dire aujourd'hui, vu le sujet, j'étais très ennuyé. J'étais très ennuyé parce que je ne savais trop si on s'adressait à moi en tant qu'historien ou en tant que témoin acteur de l'époque. Il faut savoir qu'en 1993, j'étais le secrétaire général chargé des relations internationales du Parti social-chrétien. Je l'étais depuis 1989. Il faut dire que ça a été une période absolument passionnante. J'étais à peine arrivé à mon poste que le mur tombait à Berlin. Donc c'est vrai que ça a été des années absolument passionnantes, dont je dois dire que le Rwanda s'est imposé à moi plutôt que je ne me suis intéressé à lui. Je dois dire que dès octobre 90, mon bureau a été envahi très régulièrement par des représentants du MRND, du MDR, du Front patriotique rwandais. Je crois qu'à part Juvenal Habyarimana, j'ai rencontré tous les leaders politiques de l'époque. J'avais aucun effort à faire pour les rencontrer. Ils débarquaient systématiquement dans mon bureau parce que le Parti social-chrétien portait d'ailleurs encore le nom qu'il portait en 58-59, que les milieux sociaux chrétiens, avec ou sans trait d'union, étaient très liés au Rwanda et que tout à fait naturellement, ces représentants prenaient contact avec nous pour nous informer et essayer de nous entraîner dans un camp, de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Donc, était-ce cela que l'on me demandait? J'ai posé la question à Jean-Pierre Chrétien qui me dit non, c'est à l'historien que l'on s'adresse. Oui, mais le problème de l'historien que je suis, c'est que depuis une dizaine d'années, il s'est effectivement lancé dans des recherches sur le Rwanda, mais recherches sur la révolution de 1959, ce qui n'est pas tout à fait 93, bien que je vous avouerai très humblement qu'il y a un certain nombre de choses que j'avais entendues, que j'avais vues en 93-94, que je n'ai comprises que dans le cadre de mes recherches, donc pratiquement 20 ans après, sur la période de la révolution sociale. Mon sujet, comme ça les choses seront mises à plat, mon sujet donc en principe était les mouvements sociaux chrétiens belges et la révolution rwandaise. Et je me suis aperçu, ça c'est une simple chance, concours de circonstances pour l'historien, c'est que en réalité j'ai abordé le sujet au moment où les archives commençaient à s'ouvrir. La période de latence se terminant, j'ai eu la chance en quelque sorte de progresser dans mes recherches au fur et à mesure que les archives s'ouvraient. Et je me suis rendu compte que si je voulais faire un travail sérieux sur les mouvements sociaux chrétiens au Rwanda, sociaux chrétiens belges et le Rwanda pendant la révolution sociale, il me fallait d'abord mettre à plat la révolution de 1959 pour essayer de comprendre ce qui s'était véritablement passé à ce moment-là. Donc, ces choses étant posées, nous avons parlé avec Jean-Pierre, essayé de comprendre ce que l'on attendait exactement de moi. Jean-Pierre a pris l'aspect plus proche de 93. Et finalement, nous avons décidé que j'aborderais la question plus sur un plan général, sur un plan du travail de l'historien. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Monsieur le Président. Vous m'excuserez de redire peut-être des choses que vous connaissez déjà et même très certainement. Mais je crois qu'il faut rappeler ce qu'est le travail de l'historien. Et je pense que parfois, il faut le rappeler aux historiens eux-mêmes, a fortiori quand ils sont des historiens engagés, comme vous avez bien voulu le dire à mon sujet. En fait, la mission de l'historien, fût-il engagé, ce n'est pas de juger ni de condamner. En tout cas, ce n'est pas d'abord son rôle. Son rôle, c'est d'abord d'interroger le passé à partir des questions que nous pouvons nous poser sur lui, et questions qui nous viennent en fait de notre présent, de notre propre passé, et l'interroger sans tabou. Ce qui peut arriver que l'historien dise des choses ou puisse proférer des choses, mais il faut pouvoir aborder le passé en se posant toutes les questions, même celles qui dérangent le plus ou qui sont les plus difficilement compréhensibles. Il s'agit de le comprendre et de l'appréhender dans sa complexité. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. En fait, l'histoire,
n'est pas une suite de causalité. Ce serait tellement facile si on pouvait dire le fait A engendrer le fait B qui engendrer le fait C. Ce serait tellement facile. Hélas, l'histoire, c'est plutôt un système de systèmes. Ce sont des choses, ce sont des événements, des faits, des gestes, des attitudes, des situations qui agissent, interréagissent, rétroagissent. Nous sommes littéralement dans un système systémique, c'est le cas de le dire, nous sommes bien dans un système, et c'est ce qui fait à la fois la complexité de l'histoire, mais c'est aussi, je crois, la chose nécessaire, Jean-Pierre Chrétien y a fait allusion, pour maintenir la responsabilité des acteurs. Car si nous sommes dans une fatalité, où est la culpabilité? Il n'y en a pas. Tout au plus peut-on être accusé d'avoir été l'objet agissant qui a fait que. Si vous voulez pouvoir chercher la responsabilité ou les responsabilités des acteurs, vous devez nécessairement laisser cette part de liberté, cette part d'improvisation, qui évidemment n'est pas absolue. Nous sommes tous dans une situation, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, c'est clair, mais nous avons toujours à un moment ou à un autre des possibilités de choix. C'est d'ailleurs ce qui, dans l'accroche du sujet d'aujourd'hui, m'a gêné, qu'effectivement le génocide n'était pas une fatalité, il me semble, comme historien, une évidence, mais je ne crois pas non plus qu'il ait été le fruit d'un choix. Je crois qu'il a été le fruit de choix, ou d'absence de choix, de mauvaises décisions ou d'absence de décision. Mais à plusieurs moments, l'histoire aurait pu basculer. Et le génocide, jusqu'au moment où s'est déclenché, où il a été déclenché, jusqu'à ce moment-là, il n'était qu'un des futurs possibles. Auparavant, il était envisageable, possible, probable, je dirais selon le degré de sensibilité des acteurs ou des témoins, il n'était pas certain. Et pour le dire clairement, pour illustrer ma pensée, il est correct de dire que l'idée de génocide est consubstantielle à la révolution sociale de 1959. Début 60, j'ai retrouvé dans les archives des documents, des rapports de la sûreté coloniale. J'ai retrouvé des rapports, et d'ailleurs Philippe Rentiens y fait allusion dans sa thèse de 85 déjà, j'ai recroisé une partie des documents qu'il avait pu avoir en sa possession à l'époque par d'autres voies que les archives belges, puisque à l'époque ces archives-là n'étaient pas ouvertes, mais j'ai retrouvé certains des documents qu'il cite, et j'en ai retrouvé d'autres qui vont dans le même sens. Dès 1960, l'idée que si les Tutsis, entre guillemets, et chaque fois que j'utilise les mots Hutu et Tutsi, j'y mets des guillemets, systématiquement, et peut-être que tout à l'heure nous aurons l'occasion d'expliquer pourquoi, viscéralement, j'ajoute ces guillemets. En 60, un fonctionnaire de la sûreté rentre dans une mission à l'intérieur du pays, donc à l'intérieur du Rwanda, donc je veux un fonctionnaire belge, un agent belge de la sûreté. Et dans son rapport, il écrit qu'il a rencontré un responsable du Parmehutu qui lui a dit que si les Tutsis revenaient en force, la première chose à faire serait de massacrer les Tutsis. Et cet agent, ce fonctionnaire de la sûreté, fait son rapport, il fait son boulot, il fait son rapport, qui arrive sur le bureau du colonel logiste, résident civil spécial, très spécial. Pratiquement proconsul belge à Kigali. Et, manifestement, ce fonctionnaire interroge le logiste et dit, lui, mais enfin, mon colonel, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que les Tutsis sont conscients de ce danger? Et le logiste lui répond, je l'espère. Nous sommes dans une logique de dissuasion nucléaire. Si vous remettez les choses dans le contexte de l'époque, c'est à ce moment-là qu'est en train d'apparaître en Occident, et que se développe en Occident, l'idée d'une dissuasion nucléaire. Pour les anciens, nous avons encore une idée de ce que c'est. Pour les plus jeunes, l'idée était celle-ci.
c'était de dire aux soviétiques, puisqu'à l'époque la grande crainte et l'anticommunisme est un des éléments fondamentaux si on veut comprendre ce qui se passe au Rwanda en 1960, l'anticommunisme donc est lié à la menace, l'idée que les troupes soviétiques qui sont sur l'Elbe pourraient en tout cas pourraient attaquer l'Europe occidentale. L'idée prégnante est que les Occidentaux ne sont pas capables de tenir le choc d'une telle attaque. Et donc, la stratégie est de dire aux Soviétiques, si vous nous attaquez, nous vous vitrifions. Nous vous frapperons avec des armes nucléaires sur votre propre territoire. Évidemment, au Rwanda, il n'est pas question de dissuasion nucléaire. Mais par contre, il est question de dire aux Tutsis. Et en 1960, on est encore dans l'ordre du fantasme. L'idée d'une armée de libération nationale dirigée par Kigeri, par le Mwami et par les dirigeants de l'UNAR relève encore d'un fantasme des Belges et des gens du Parmé-Hutu qui trouvent son origine intellectuelle dans la guerre d'Algérie et dans la stratégie contre-insurrectionnelle qui est mise en place à ce moment-là. Donc les nationalistes algériens ont mis en place le Front de libération nationale. Il y a donc une armée algérienne qui combat les Français. Et donc, dès le début 60, la sûreté belge, donc la sûreté nationale, coloniale, à ne pas confondre justement avec la sûreté nationale, la sûreté coloniale cherche partout les indices de cette armée de libération qui va se créer dans son esprit en Ouganda, donc en territoire britannique. Dans ce contexte de dissuasion fondée effectivement, comme le dit Jean-Pierre Chrétien, sur un racisme et sur un ethnisme qui est en train de se mettre en place, cette idée de dissuasion amène un paradoxe. C'est que, alors que pour le Parmé-Hutu, dans lequel on trouve aux origines pas mal de ceux que l'on a appelés les petits Tutsis. C'est ça aussi un des paradoxes de ce Parmé-Hutu. Ce Parmé-Hutu et cette dissuasion, ce Parmé-Hutu, dont le cœur de la pensée est que le Rwanda est le pays des Hutus, je rappelle les guillemets, que ce pays des Hutus doit donc être libéré de l'occupant, les Tutsis, et développe une logique d'expulsion, dans le même temps, a besoin de maintenir à l'intérieur du pays une minorité Tutsi suffisamment importante pour que l'effet dissuasif puisse jouer à plein. On est en quelque sorte à la fois sur l'accélérateur et sur la pédale de frein. Et il est évident que, à ce moment-là, chaque fois qu'il y a eu une crise politique au Rwanda, les Tutsis ou ceux qui sont étiquetés comme tels ont servi effectivement au pouvoir pour se dédouaner. Aller chercher le bouc émissaire, c'est toujours plus facile que d'assumer ses propres responsabilités. Ça, c'est pas un phénomène rwandais, c'est un phénomène universel en politique. Pour autant, et j'en reviens à l'objet de ce que je voulais vous dire, pour autant, ce n'est pas parce que l'idée de génocide est inscrite au cœur même de la révolution sociale, dans les termes que je viens de vous expliquer, pour autant, ce n'est pas pour cela qu'il était inévitable ou qu'il était une fatalité. Jusqu'au bout, il aurait pu ne pas se produire. De même que, finalement, la dissuasion nucléaire, heureusement, n'a jamais dû produire ses effets. Ou en tout cas, on n'a jamais su si effectivement les dirigeants occidentaux étaient prêts ou non à l'utiliser. Heureusement. Donc, comme je disais, lorsque j'ai été
amené à réfléchir sur ce que j'allais dire aujourd'hui, je me suis dit, mais dans le fond, étant donné le sujet, 93, à l'époque j'étais secrétaire général, qu'est-ce que je savais à l'époque? Il faut dire que d'une certaine façon, j'ai l'esprit pollué par près de, bon, comme dirait Chirac, putain 20 ans. Il y a déjà 19 ans que la tragédie s'est produite, que le génocide s'est produit. J'ai passé 15 ans depuis pratiquement de ma vie à essayer de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi nous avions raté Arusha, comment l'échec de notre politique a pu être à ce point flagrant et horrible. Autant dire que, pour me souvenir de ce que je savais à l'époque, toutes ces années de recherche, d'études m'ont en quelque sorte pollué l'esprit. Et donc, j'ai fait comme Jean-Pierre Chrétien, je suis retourné dans les papiers de l'époque, donc j'ai relu mon audition volontaire devant la commission d'enquête sénatoriale, puis j'ai relu Influence parallèle, le livre que j'ai commis en 98 sur le rôle de l'internationale démocrate chrétienne au Rwanda. Il faut dire que la mémoire est une fausse amie. La mémoire n'est pas quelque chose, c'est pas un disque dur, c'est pas quelque chose où les souvenirs sont gravés indéfiniment. La mémoire est quelque chose qui se reconstruit en permanence. Et donc, j'ai dû, en quelque sorte, mais en quelques jours, refaire comme je le pouvais un exercice qu'il m'a fallu plusieurs années qui m'a pris plusieurs années lors de ma thèse, c'est-à-dire que pour essayer de comprendre et d'éviter les anachronismes, qui est le péché contre l'esprit, la faute mortelle, le péché mortel de l'historien, j'ai dû me replonger en lisant, en dépouillant systématiquement des journaux, des revues de l'époque, de me replonger dans l'esprit de 1959-1960. Quels étaient les cadres de référence, les cadres mentaux? Quels étaient les préjugés des gens, leur paradigme? Comment fonctionnait-il à l'époque? Comment pensaient-ils? J'ai en quelque sorte, en quelques jours, refait le même exercice, pour moi personnellement, en 93. Et effectivement, en 93, qu'est-ce que je pouvais savoir, moi, comme secrétaire général? En quelque sorte, acteur secondaire, mais témoin privilégié. J'ai toujours été surpris de voir à quel point je pouvais être documenté par toutes les parties au conflit avec des documents qui étaient classifiés, secrets. J'ai rarement vu autant de documents avec des tampons secrets, confidentiels. Et ça m'arrivait, je dirais presque journellement, sur le bureau. C'est assez fantastique de voir à quel point l'État rwandais pouvait être une sorte de livre ouvert, et en même temps à quel point nous étions noyés dans les informations mais absolument les plus contradictoires. Il y a deux moyens de ne pas informer les gens. Soit vous les privez d'informations, soit vous les noyez d'informations. Alors je ne dis pas que le but était de nous noyer d'informations, mais le résultat était qu'effectivement nous étions littéralement noyés, et que dans toutes les choses, tout le fatras de documents qui m'arrivaient, il était très difficile de se faire une opinion. Néanmoins, il y avait certaines choses qui me semblaient évidentes et qui s'étaient mises en place dans ma tête pendant l'année 92. Et là, je rejoins tout à fait Jean-Pierre Chrétien. 92 est une année où les choses se mettent en place. N'oubliez pas que, comme secrétaire général du PSC, ma source d'information privilégiée, ce sont les partis et les mouvements rwandais qui ont des liens historiques avec les sociaux-chrétiens et les mouvements sociaux, alors la Centrale d'Union chrétien, en Belgique. Ce sont donc le MRND et le nouveau MDR. J'avais des contacts à l'époque avec le Front patriotique parce que je considérais, ça relève de l'évidence, soyons clairs, ce n'était peut-être pas toujours évident pour certains de mes amis à l'époque,
Mais je considérais qu'il était impossible de trouver une solution au conflit rwandais si, à un moment donné, on ne discutait pas avec le Front patriotique. Donc la moindre des choses, c'était de discuter avec eux pour voir ce qu'ils avaient en tête. Et au fil de 92, eh bien, effectivement, les doutes sur l'honnêteté intellectuelle d'Aberimana sont de plus en plus grands. C'est vrai qu'au départ, le sentiment que nous avions, c'était que Aberimana n'était pas nécessairement au fait de tout ce qui pouvait se passer au Rwanda. C'était la première étape de se dire, oui, il se passe des choses horribles, mais Aberimana n'est peut-être pas responsable, d'autant plus que certains ne se privaient pas de me le répéter. Et puis au fil du temps, les choses, quand même, on peut être ignorant de certaines choses. Le chef ne peut pas tout savoir ni tout contrôler, on peut l'admettre, mais il y a quand même des choses qui deviennent impensables. Donc effectivement, une méfiance qui grandit de plus en plus pendant l'année 92, avec évidemment le fameux discours, je crois que c'est de novembre ou de décembre, sur le morceau de papier, le torchon d'Arusha, le 15 novembre, d'Arusha. Donc là, il est clair que manifestement, il y a un double jeu d'Aberimana. Mais du côté du Front patriotique, il y a aussi, dans notre analyse, des éléments qui posent question. L'offensive de juin à la veille de l'ouverture des négociations à Paris, puis qui vont devenir des négociations d'Arusha. L'attaque de janvier-février 93. Et donc, à ce moment-là, on est dans une situation, je dirais, de méfiance vis-à-vis de toutes les parties. Et donc, j'en reviens donc à cette mémoire qui nous trompe, qui nous oblige à revenir sur nous-mêmes, qui nous oblige à revérifier si nos souvenirs sont corrects, si nous ne les avons pas retravaillés et changés. Et lorsque nous avançons dans cette voie, et après avoir parlé des causes immédiates, je pense qu'il est nécessaire de remonter plus loin dans le temps, parce qu'on ne peut pas s'arrêter à 93, et en principe, ce qui s'est produit avant aurait dû être connu. Et comme je le disais, malheureusement, ce n'était pas une boutade, à Jean-Pierre Chrétien il y a quelques jours, lorsque je mesure, lorsque je vois ce que je sais aujourd'hui sur le Rwanda et que je compare à ce que je savais à l'époque, quand j'étais secrétaire général, je suis effrayé par l'abysse de mon ignorance en 93. En fait, je ne connaissais rien du Rwanda, ou tellement peu que cela me semble rien aujourd'hui. Il faut savoir que le Rwanda n'était pas une priorité. En 93, le Rwanda n'était pas plus une priorité en Belgique qu'il ne l'était en 59 ou en 60. En 59-60, la grande question qui agitait la Belgique en Afrique, c'était le Congo. Le Rwanda, c'était une sorte de pièce rapportée, mais l'enjeu politique, économique, enfin financier, tout ce que vous voulez, en Belgique, c'était le Congo. Et lorsque le ministre de Schrijver, après les événements de la Toussaint 59, arrive à Kigali fin du mois, donc fin novembre 59, et s'entretient avec Arwa et avec Logiste pour faire le point de la situation, lorsqu'il quitte Kigali, il se dit, mais la situation est entre de bonnes mains, j'ai là un officier qui était résident militaire et dont je vais faire mon résident spécial, avec des pouvoirs, peut-être pas les pleins pouvoirs, mais en tout cas des pouvoirs très étendus. Et pendant plusieurs mois, de Schrijver, donc le ministre du Congo belge et Rwanda-Urundi, c'était en fait le nouveau nom du ministère des colonies, le ministre de Schrijver ne va plus guère s'occuper de ce qui se passe au Rwanda. Il en a plein les pieds avec le Congo, et le fait d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il sait, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va et qui sait comment il y va, pour un ministre, c'est superbe.
il va falloir la mission de visite de l'ONU en mars 1960 pour que l'affaire s'internationalisant, la délégation belge à l'ONU soit interpellée au niveau de l'Assemblée internationale, donc le ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, donc le ministère du Congo belge et du Rwanda-Burundi, avec une question, mais qu'est-ce que vous faites au Rwanda? Ce n'est qu'à partir de avril 1960 que littéralement Bruxelles, je dirais à ses moments perdus, pour dire les choses comme elles sont, compte tenu de l'indépendance du Congo qui se prépare et dans les conditions où elle se prépare, pour que Bruxelles s'interroge sur ce qui se passe au Rwanda et commence à poser des questions à Arroy et à Logiste. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les premières fissures apparaissent entre Arroy et Logiste. Nous sommes donc dans cette situation où le Rwanda ne devient un sujet plus important pour la Belgique qu'à partir du moment où la question s'internationalise, et ne deviendra un sujet prioritaire qu'après l'indépendance du Congo en juin 60 et ce que l'on appelle en Belgique la mutinerie de la force publique, parce qu'à ce moment-là, le Rwanda devient une base arrière, devient une base opérationnelle. Et donc, à ce moment-là, le Rwanda devient, et le Burundi, mais paradoxalement, le Burundi est plus une question Burundi dont je ne connais pas du tout le dossier, là. Je vous invite à poser des questions à Jean-Pierre. L'homme du Burundi, c'est lui. Le Burundi est un endroit où la Belgique n'a pas réussi, ou plutôt l'administration belge à Bujumbura n'a pas réussi à mettre en place les alliés politiques que sont Kayibanda et le Parmehutu à Kigali. Donc, le Burundi est une source de complications pour la Belgique. Par contre, s'il y a une résidence où les Belges peuvent compter sur de puissants alliés, c'est évidemment le Rwanda. Donc le Rwanda devient vraiment la base arrière. Ce qui m'amène à soulever et à poser la question du rôle de la... Alors vous voyez, je n'arrête pas de faire des allers-retours entre 1960 et 1993. J'essaie à la fois de vous parler de ce que je connais et en même temps de rester quand même dans le sujet à poser. Ce qui amène aussi à poser la question du rôle de la communauté internationale, en tout et en partie, dirais-je, au Rwanda en 92, 93, 94. Il y a bien sûr le rôle de la France, et je dirais que là, elle s'est suffisamment prise les pieds dans le tapis sans qu'il soit nécessaire d'en rajouter beaucoup. Mais il y a aussi le rôle de la Belgique. Et là, c'est vrai que la commission d'enquête sénatoriale a fait un énorme travail. Mais il y a encore un certain nombre de points qui n'ont pas été explorés. Moi, je pense, et d'ailleurs Olivier la note dans sa thèse sur la France et le Rwanda, consacre quelques pages au rôle de la Belgique et de la coopération militaire belge. Il est évident que cette question-là n'a pas encore été résolue. Qu'ont fait les coopérants militaires belges entre 90 et 94 au Rwanda? La question reste posée, elle reste ouverte à mon sens. Un certain nombre d'éléments donnent à penser qu'ils ont peut-être plus agi qu'ils ne l'ont dit devant la commission d'enquête. On peut aussi se poser, mais dans un autre registre, mais on peut aussi se poser la question du rôle des Britanniques et de Washington. Qu'est-ce qui s'est passé à l'ONU à l'époque? Il serait aussi intéressant, et là je pense que les Européens de 2013 sont peut-être plus sensibles à la question qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans. Quelles ont été les conséquences des politiques d'ajustement structurel imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale dans les années 80 au Rwanda? Il est clair que les coupes sombres qui ont été faites à l'époque dans les budgets sociaux d'éducation et ainsi de suite ont contribué à aggraver une situation économique qui n'était déjà pas très florissante. Et forcément, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est dans une situation où le gâteau se réduit? Il est évident qu'on a tendance à vouloir se réserver le gâteau pour soi, pour son groupe, et que tout ce qui
est susceptible de mettre en évidence qu'il y a des groupes qui ne sont pas légitimes à partager le gâteau, tous ces éléments-là, vous trouverez nécessairement des gens qui le mettent en évidence. Peut-être pas parce qu'ils en sont convaincus eux-mêmes, mais sûrement parce qu'ils pensent que ça peut être un enjeu politique. Et donc, ils peuvent en tirer profit. Donc, tous ces éléments-là, à mon avis, doivent être élargis. Je pense qu'il y a près de 20 ans maintenant que les événements, que le génocide s'est produit. C'est vrai que la plaie reste béante, mais ça signifie aussi que dans une dizaine d'années à peine, les archives vont s'ouvrir. Et donc, je crois qu'il est temps maintenant que les historiens pensent à fonctionner sur la question du génocide de 1994 en respectant les règles de leur corporation. Ce qui ne veut pas dire jugement éthéré et absence de prise de position, mais ça veut dire que tout doucement, les outils habituels de l'historien commencent à apparaître, commencent à être disponibles. Et il me semble qu'effectivement, il est temps d'aborder la question d'une façon plus technique. Et quand je dis plus technique, je répète, ça ne veut pas dire moins engagé. En fait, c'est toute la question du passage du rôle des politistes aux historiens du temps présent et puis aux historiens tout court. Je crois que la question commence à être posée. Elle commence à devoir être posée. Monsieur le Président, je crois que mon temps de parole est passé, donc je vous propose de rester là pour l'instant. C'était très bien. Non, c'est tout à fait passionnant parce qu'évidemment, c'est une très belle leçon d'histoire, en particulier dans l'articulation entre le moyen terme et le court terme. J'aurais retenu quelques points parmi tant d'autres si riches. Le fait que, effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en 1994 si on ne prend pas en compte l'avant, mais que l'avant pouvait déboucher sur plusieurs possibles. Et cette leçon-là me semble absolument cruciale. Bon, c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv depuis les débuts de cette matinée, mais je trouve ça très, très fort. Ça me fait penser à ce général canadien qui, on le sait, a une tentative de suicide après coup, parce que jusqu'au dernier moment, il a demandé l'autorisation de pouvoir, finalement, dans une frappe qui aurait été chirurgicale, entre guillemets, sur les 1000 collines, d'arrêter sans doute la mécanique du génocide. Donc on est là dans des choses que vous connaissez bien mieux que moi, les uns et les autres. Dans le moyen terme et le court terme, la référence à l'anticommunisme que vous évoquiez me semble absolument centrale. Effectivement, on l'oublie, parce qu'évidemment, après 89 et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, on a l'impression que la question n'existe plus, mais il faut se remettre, y compris dans l'immédiat d'après 89, dans ce contexte-là. Deux autres choses qui m'intéressaient aussi beaucoup, c'est qui fait évidemment écho pour les historiens de la Deuxième Guerre mondiale, c'est qui savait quoi. Parce que nous aussi, on a du mal à répondre de façon simpliste à cette question très, très complexe. Ça fait penser à ce que Raymond Aron, alors je crois qu'il l'écrivait dans ses mémoires, faisant référence à la Shoah. Je savais, mais comme je ne pouvais pas le croire, je ne le savais pas. Je pense que là, il y a des choses à creuser aussi dans cette piste-là. Et puis la réflexion sur mémoire, consolidation,
reconstruction sont des choses qui me sont un peu chères depuis quelques années. Mais effectivement, l'imbrication entre les mémoires individuelles, vous parliez de votre propre processus intellectuel, entre mémoire individuelle et mémoire collective, ou mémoire sociale, c'est une terminologie que je préfère, mais peu importe, comment l'individu se nourrit après l'événement de ce que les autres disent, en se l'appropriant et en étant assez rapidement convaincu qu'en fait, c'est ce qu'il pensait d'origine. Ça l'amène à construire et à reconstruire régulièrement une mémoire de l'événement qui amène à... Enfin, qui, évidemment, rend extrêmement compliqué la possibilité de se dire, de se mettre dans la position de la connaissance qu'on pouvait avoir ou de la mémoire qu'on avait juste au moment de l'événement ou juste après l'événement. Et ça, vous l'avez évoqué très, très finement, et vraiment, c'est un mécanisme absolument central. On sait en plus que, pour venir sur la notion de consolidation qui est habituelle chez les psychos et chez les neuroscientifiques, mais qui maintenant, enfin que je pense qu'on peut tout à fait utiliser dans les sciences humaines et sociales, c'est l'idée qu'on a besoin de se construire une mémoire consolidée, équilibrée, réfléchie, sans blanc. Et donc, on sait très bien travailler un petit peu sur le 11 septembre 2001, par exemple, sur on a deux universités, la New School et Columbia, qui chacune de leur côté ont fait quelque chose d'assez exceptionnel. Ils ont commencé des campagnes d'interview, et juste après le 11 septembre 2001, et ont réinterrogé les mêmes personnes 1 an plus tard, 3 ans plus tard. Bon. Et évidemment, on n'a pas du tout, on n'a pas le même discours, parce qu'ils s'approprient des choses de ce que disent les amis, les parents, des récits portés surtout par ce que j'appellerais le grand récit, par, dans les médias et singulièrement à la télévision, et plutôt à TF1 que sur Arte quand on est en France, et aux États-Unis. On est mécanique du même type. Donc, cette construction-là est tout à fait, cette recherche d'équilibre est quelque chose de crucial pour comprendre quand même comment fonctionnent les mécanismes mémoriels. Et en plus, on n'est pas dans un terme dans une lecture bête du type vérité-mensonge. Voilà, on n'est pas... ah oui, la première mémoire que j'avais, là c'était vraiment ce que... Et après, tout ça, ça a été importé, et donc c'est faux de ma propre mémoire. Parce qu'en fait, on a aussi des mécanismes complexes du type ce que les autres ont dit ou ce que la télé a dit, finalement, va révéler quelque chose que j'ai vécu, mais qui était quelque part par là dans le cerveau et qui n'avait pas émergé. Et donc, on n'est pas simplement dans une opposition aussi simpliste, mémoire individuelle vraie et mémoire collective importée, construction, peut-être vraie dans le rapport aux faits, mais mensonger dans le rapport à sa propre mémoire. Bon, cela dit, c'est quand même pas à moi de parler. Donc, on va commencer à prendre un certain nombre de questions. On va grouper 3-4 questions. Je vous demande vraiment de suivre quelques règles de base. La première, c'est de vous présenter, parce que c'est enregistré, je suppose. Et puis, d'abord, par rapport à ceux qui se trouvent ici, ça me semble la moindre des politesses, même si beaucoup vous connaissent les uns les autres. La deuxième, c'est de ne pas parler trop longtemps, donc de ne pas faire comme moi, ce qui permettra de nourrir la discussion. Monsieur. Oui, bonjour. Je m'appelle Jacques Schaff, je suis
un petit enseignant d'histoire-géographie dans l'éducation nationale, et je suis tombé dans le traumatisme du Rwanda assez tardivement, en 2003 à peu près. Mais depuis, je me suis mis dans le bain. Je voudrais revenir sur 2-3 choses des deux intervenants. La notion de dissuasion et la notion de racisme, de cette grille ethniste qui aurait aveuglé nos dirigeants. Je reviens d'abord sur, si vous permettez, très rapidement, sur la dissuasion. Lorsque M. Kagame, Paul Kagame, a eu l'occasion, dans des circonstances abracadabrantesques, de rencontrer Paul Dijou. Paul Dijou était le directeur des affaires africaines. M. Paul Dijou dit à M. Kagame en septembre 1991 : si vous n'arrêtez pas le combat, si vous vous emparez du pays, vous ne retrouverez pas vos frères et vos familles parce que tous auront été massacrés. Septembre 91. Donc, ce facteur de dissuasion est tout à fait repris et utilisé en toute connaissance de cause par les élites françaises. Alors, je lis avec la grille ethniste qui, bien évidemment, peuple la tête de tous nos dirigeants, y compris M. Mitterrand, y compris monsieur... Ils sont tous complètement infectés par cette grille idéologique. C'est un fait. Mais là, on dépasse la grille ethnique. Là, il s'agit, M. Paul Dijou dit clairement, faites attention, si vous essayez de revenir, vous ne trouverez plus personne. Tous massacrés. Tous auront été massacrés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tous ont été massacrés, ça veut dire génocide. Donc, voilà, je pose cette question. Est-ce que nos dirigeants, aux deux intervenants, est-ce que nos dirigeants étaient si racistes et si naïfs ? Qu'ils soient racistes, c'est un fait. Encore, si vous me permettez, une petite précision. Certes, M. Jean-Pierre Chrétien a dit on pouvait espérer en Arusha, c'est sûr. Et peut-être même qu'à l'Élysée, on espérait en Arusha. C'est d'ailleurs la ligne de défense de M. Védrine. Il dit, voilà, la France est derrière Arusha, on va soutenir Arusha jusqu'au bout. Mais lorsqu'on lit attentivement un certain nombre de déclarations de dirigeants français, notamment de M. Villepin, dit très exactement, nous avons deux stratégies, nous avons deux fers au feu. Nous avons le fer au feu de la négociation que nous soutenons. Bien. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'était sincère. Peu importe. Mais il dit très bien, nous avons un deuxième fer au feu. C'est l'engagement militaire. Et dans cet engagement militaire, je suis désolé, mais la France est allée jusqu'au bout en toute connaissance de cause. Ce n'est pas par racisme qu'on accepte de former le gouvernement génocidaire dans l'ambassade même de la France. Ce n'est pas par racisme, ça. Là, on est bien au courant. Et lorsque M. Carbonard dit, en effet, et avertit, en effet, tout le monde, M. Carbonard est reçu le 12 février. Non, il est reçu après à l'Élysée. Il est reçu à l'Élysée par Bruno Delay, lequel était conseiller Afrique du président de la République François Mitterrand. Et le 12 février, Bruno Delay s'envole au Rwanda pour annoncer le renforcement du soutien militaire de la France à la dictature ethniste d'Habyarimana, sur simple décision de François Mitterrand. Naturellement, on est en Ve République, le Parlement n'est pas consulté. Donc, moi je dis que pour le président français, le risque de perdre la guerre face au RPR était plus important que le risque de génocide. Merci de m'avoir écouté.
je vous en prie. Pas d'applaudissements après chaque intervention. Sinon, on n'a pas terminé, on n'a pas trop de temps. Monsieur, vous voulez prendre la parole? Et en plus, on n'est pas là pour compter les points. Merci. Je m'appelle Alain David, j'appartiens au bureau de la LICRA. Par ailleurs, on est en train d'organiser ou d'essayer d'organiser un colloque sur le Rwanda pour 2014, pour juin 2014. Ce qui fait aussi que je m'interroge sur la légitimité d'une association pour approcher la question. Ça ne peut pas être la légitimité de l'historien, mais c'est une légitimité militante que j'essaye de vérifier, en particulier à travers ce que je viens d'entendre. Je suis aussi philosophe et puis j'avais, parallèlement à ça, j'avais dirigé avec Fatima Besnassi-Lankou, que vous connaissez, le numéro des temps modernes de 2011 sur les harkis, et on pense pouvoir récidiver avec la question du Rwanda. Donc voilà l'arrière-plan. Deux petites références pour poser ma question. Une première référence à Bergson, je disais que je suis philosophe, la surprise du réel sur le possible, l'illusion rétrospective du vrai, aussi le danger de l'illusion rétrospective du vrai, deux expressions bergsoniennes. Et puis, une référence qui vient de soi ici, à Lanzmann, au Shoah de Lanzmann, avec tout ce que Lanzmann peut dire contre l'idée d'intelligibilité du génocide et l'intelligibilité de la Shoah. Alors, du coup, voilà ma question. J'ai entendu la passionnante et difficile dialectique que vous tissiez l'un et l'autre entre le fait de ne pas savoir et finalement d'ignorer, et puis, malgré tout, la vocation historienne à créer de l'intelligibilité. Est-ce qu'il ne faut pas, voilà ma question, est-ce qu'il ne faut pas peut-être trancher encore plus radicalement que vous ne l'avez fait, c'est-à-dire poser finalement une autre finalité que l'intelligibilité d'un génocide dans cette matière-là, avec tout de la violence que vous connaissez, que tout le monde connaît, qui est celle de Lanzmann à l'égard de cette idée de l'intelligibilité d'un génocide, et puis poser une autre finalité pour l'histoire ou pour l'historien. Vous parliez de la nécessité de l'engagement historien, et puis moi je pensais aussi à la légitimité de la démarche militante. Est-ce qu'il ne faut pas poser face à la volonté de savoir une autre finalité qui serait, alors comment pourrait-on l'appeler, la fidélité peut-être, la fidélité à l'événement qui n'est pas congruente à la volonté de savoir et qui, d'une certaine manière, doit surveiller ce qui est quelque chose comme la tentation de savoir. Et puis, alors, derrière, mais peut-être c'est trop pour cette question, ou trop pour être abordé maintenant, je pense à ce débat qui traverse la communauté historienne, pour en fixer le terme d'une façon un peu brutale. Je pense à l'article de, je ne sais plus quand, il y a 2 ans, de Nora dans Le Monde, qui en arrivait presque à dire, si je me souviens bien, qu'il se passerait volontiers du terme de génocide. Il préférait que les historiens n'aient affaire qu'à des massacres. Et puis le génocide, c'était quand même quelque chose de presque gênant, ou en tout cas d'emploi très difficile pour l'historien. Troisième question. Bonjour. Joseph Galufas, simple citoyen et signataire de l'appel citoyen France-Rwanda pour la vérité sur l'implication de la France au Rwanda. C'est une question à l'université. Vous êtes tous les trois des diplômés de l'université et représentants de l'université en Europe. Et ma question, c'est comment le citoyen doit-il recevoir le fait que sur ces questions, l'implication des autorités françaises dans le génocide au Rwanda ou sur d'autres, comme le pont aérien établi par le gouvernement français pendant plusieurs mois depuis Libreville, qui a eu pour conséquence de poursuivre la poursuite de la destruction de centaines de billets de Biafrais, ou ce qui s'est passé au Cameroun. Eh bien, sur ces 3 faits, aujourd'hui,
le citoyen ne peut, pour l'essentiel, ne s'appuyer que sur des travaux d'autres citoyens. C'est-à-dire qu'il doit consulter des ouvrages établis soit par des journalistes, je pense à celui de M. Deltombe sur le Cameroun, soit par des gens qui ont vraiment essayé d'approfondir les choses, comme Gouteux ou Jacques Morel. Et puis aussi des journalistes, bien sûr, mais précisément sur l'implication de la France, par exemple, ce qui, comme citoyen français, européen et citoyen du monde, est quand même une question cruciale, surtout par rapport à un génocide. L'université française, même pour organiser le débat, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de vrai ou de faux dans les articles et livres de Claudie Vidal, André Guichawa et d'autres, il n'a aucun éclairage. Enfin, que je connaisse. Et donc, ça, c'est quand même... qu'en est-il? Et quand il s'agit, par exemple, par rapport au sujet qui nous rassemble, que savait-on en 93? Eh bien, quels sont aujourd'hui les historiens contemporains en Europe qui travaillent précisément sur le sujet qu'a évoqué M. Sor, c'est-à-dire que savaient vous avez dit, les coopérants militaires belges et les autorités qui les supervisaient en 93, et que savaient les autorités françaises. Et je suis aussi frappé que le seul ouvrage que je connaisse vraiment un peu approfondi sur ces questions, qui est la thèse d'Olivier Lanotte, je n'ai vu aucun commentaire de cette thèse, pratiquement de commentaires dans des revues d'historiens, pour relever quelles questions elle soulevait, etc. Pas plus que sur la thèse de Daniela Kroslak, qui a fait également une thèse exclusivement sur l'implication de la France au Rwanda. Merci. Bon, on va reprendre toutes ces questions. J'aurais très envie de répondre à plusieurs de ces questions. Vous avez bien compris, parce qu'elles dépassent évidemment le cas du Rwanda. Je dirais simplement, il y en a quelques-unes qui me posent beaucoup de problèmes. Pour prendre la toute dernière, c'est de dire, mais que disent les historiens? Pourquoi ils ne disent rien? Alors même qu'on est à une table ronde d'historiens qui répondent à la question, je dois dire que j'ai du mal. Bon, alors en plus de dire les historiens disent rien, mais il y a des thèses qui sont parues et on n'en parle pas. Mais si les thèses sont parues, elles ont été écrites par des historiens ou de non-historiens, peu importe. Je ne fais pas une défense corporatiste, en l'occurrence c'était des historiens. Donc je veux dire, attention, quoi, je veux bien tout, mais pas tout en même temps, et surtout pas le tout et son contraire. Ça ne me pose aucun problème, et comme le propos implicite derrière, c'est de dire que les historiens dans leur communauté sont complices du silence des autorités françaises, enfin du silence sur la responsabilité des autorités françaises. Je pense qu'il faut faire un petit peu attention, surtout quand on est face à des historiens qui ont travaillé dessus quand même. Voilà, je dis simplement ça. De même, je m'interroge, parce que autant que je cogne tout de suite, hein, comme ça évitera à mes petits camarades d'en prendre plein la tronche après. Et ça sera pour moi. Mais non, je vous inquiétez pas. C'est pour le débat. Mais sur la question de l'intelligibilité, j'ai toujours eu un problème avec Lanzmann là-dessus, sur l'intelligibilité de la Shoah et la possibilité, parce que Shoah, c'est tout, sauf ce qu'il a dit après. C'est-à-dire qu'il prend une ligne d'interprétation qui est fondamentalement fonctionnaliste, donc totalement imprégné d'une analyse et d'une grille d'analyse, d'une grille d'intelligibilité, et donc le contraire du refus de ce qu'il va écrire, le refus de l'intelligibilité. Je pense que heureusement qu'il ne l'a pas fait d'ailleurs, mais de parler de tentation du savoir et qu'il va peut-être aller ailleurs dans finalement tout ce qui tourne autour du devoir de mémoire, ça participe de la démission de l'intelligence. À partir du moment où les scientifiques disent « nous n'avons pas les outils pour nous permettre de comprendre ce qui s'est passé », je pense que c'est une démission de l'intelligence. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt de dire attention,
les scientifiques, en l'occurrence les historiens, ne sont pas là pour dire il y a une fatalité en histoire, forcément ça allait se passer comme ça. Donc ça, oui, c'est cette espèce d'incertitude qui doit rester parce qu'il n'y a pas de fatalité en histoire. Mais en revanche, de dire nous abandonnons le terrain parce que ces faits sont tellement extraordinaires que nous n'avons pas les outils pour les comprendre, je pense que c'est une démission de l'intelligence heuristique. On peut être fidèle, mais ça, pour l'historien, c'est certainement pas un outil heuristique. En revanche, ce que vous évoquiez sur savoir, la discussion de Nora sur la notion de génocide, etc., c'est de savoir quels sont. La question des mots est centrale. C'est de savoir dans quelle mesure des mots sont utiles à la connaissance et à la compréhension des phénomènes. Parce qu'il y a souvent, c'est souvent chargé idéologiquement. Donc est-ce qu'on l'utilise, on ne l'utilise pas? Faut le définir. On n'est pas là pour faire de la hiérarchie de l'horreur, mais on définit des mots pour pouvoir ensuite les utiliser pour mieux comprendre le réel. Ça, c'est la démarche un des éléments de la démarche de l'historien. Alors je vais aller assez vite parce qu'il y a finalement d'autres choses qui vont se faire alors qu'on pensait qu'ils ne se feraient pas. Je donne la parole, Jean-Pierre, si tu veux bien commencer. Difficile de répondre à tout ce qui a été demandé ou suggéré. Je me rappelle de ce texte relatif à la rencontre de Dijou et de Kagame. J'avoue que j'ai un petit peu oublié, donc pour y répondre, c'est difficile, la nature de ce texte, c'est-à-dire c'est un compte-rendu de Dijou ou bien c'est un compte-rendu du FPR? Oui, non, mais le texte lui-même, c'est... Non, c'est une relation de Kagame. C'est Kagame qui... D'accord. D'accord. Ok. Non, mais c'est pas pour critiquer le témoignage en l'occurrence. Non, mais écoutez, donc ça se croise aussi avec d'autres questions. C'est tout le problème. C'est pas facile de rendre compte des motivations, de la responsabilité des décisions prises par les autorités françaises, etc. Moi, quand j'ai parlé de racisme, il faut voir les niveaux. Hein. Je dis que le regard sur les problèmes africains relève d'un discours colonial sur les ethnies, et donc sans s'en rendre compte, en croyant même que ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, on cautionne une lecture des ethnies qui est en fait une lecture raciale, c'est-à-dire il y a comme un écran dans l'esprit, parce que c'est en Afrique. Donc je ne suis pas en train de dire que, enfin en tout cas Mitterrand et les autres ne se veulent pas racistes, vous voyez ce que je veux dire. Et ils adhèrent à une vision qui est une vision raciale classique concernant l'Afrique. Et alors, dans le cas rwandais, le problème, c'est que cette vision ethnique classique sur les Bantous, les Hamites, les Nilotes, etc., ça s'est croisé avec une vision sociale, le peuple et les aristocrates. C'est-à-dire qu'ils se mêlent à la fois une vision naturaliste et une bonne conscience sociale. Dans la biographie de Mitterrand par la Couture dit que pour Mitterrand, les Hutus étaient des croquants et les Tutsis des féodaux partis à Koblenz. Hein. Bon, alors... c'est pas pour ça que je suis en train de dire que Mitterrand comment dire, dans ses choix politiques, n'a été victime que d'une erreur d'appréciation. Le problème, à ce moment-là, c'est effectivement la question des motivations exactes. Étant entendu cette lecture, quelle est la motivation? Ce qui apparaît, c'est une espèce d'accrochage à une vision du précaré contre les anglo-saxons. Ça apparaît dans ce à quoi on a pu accéder dans les papiers, les délibérations de l'Élysée sur ces problèmes. Donc un cynisme absolu. Hein. Moi, je parlerais plutôt de cynisme que de racisme. Un cynisme fondé sur une vision racialiste. C'est un peu ça que je dirais. Et aussi un aveuglement sur ce qui se passe au Rwanda, où des militants extrémistes Hutus adhèrent à une vision raciale. Là, eux, ils vivent au pays. Ils savent ce qu'il en est quand même. Ils savent que les Tutsis ne sont pas tous des grands seigneurs. Hein. Donc, ils reprennent un discours
consciemment ravageurs, quoi. Hein. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'il y a un racisme organisé et structuré, hein, par les 10 commandements du Hutu, en donnant un exemple. Alors donc il faut voir quand on emploie les mots, ouais, on se heurte parfois quand on parle de cet argument du racisme à des discours consistant à dire « Ah bon, vous êtes en train de dire que c'est une invention coloniale, qu'il n'y a pas de race au Burundi ?» Alors donc, ce n'est pas un génocide. C'est ce que M. Millard, député, m'a demandé à l'Assemblée nationale française, à la Commission. C'est-à-dire, on joue sur les mots. Hein. Le racisme, comme chacun sait, que j'ai écrit quelque part, n'est pas dans le nez des gens, il est dans la tête des bourreaux. C'est une vision. Hein. Bon, alors, et comme le dit Léon Seur, on a très souvent aussi envie de mettre des guillemets à Hutu et Tutsi. Quand on sait toutes les unions qu'il y a, tous les changements de statut, enfin c'est une situation... enfin bon, on n'a pas le temps de rentrer dans toutes les nuances. Alors, au fond, il y a plusieurs questions qui tournent autour de la responsabilité française de ces événements. Ben, je pense que la question, elle est posée. Simplement, le problème que si on réduit tout à cette responsabilité française, il y a un risque. C'est de faire des Rwandais eux-mêmes des pions. Des gens qui n'existent pas historiquement, qu'il n'y a pas eu de politique rwandaise. Vous savez, moi je me demande parfois si Habyalimana n'a pas été plus malin que Mitterrand. Vous savez, les hommes politiques africains peuvent manipuler des hommes politiques français aussi, ça existe ça. Hein, je veux dire, ou alors on pense que les Africains sont nuls, ne peuvent rien faire, etc. Et les Africains sont dans l'histoire, contrairement à ce que disait l'autre, et ils sont capables d'être dans l'histoire pour le meilleur ou pour le pire. Hein. Alors, moi, c'est un peu ma position. Mais chacun aussi fait un peu le travail dans le domaine où il se sent compétent. Moi, j'ai beaucoup travaillé, avec Jean-François Dupaquier ici présent, sur les médias, sur l'idéologie. Et moi, en prolongement avec mon analyse de l'histoire du racisme hamide-bantou. Entre parenthèses, il y a un livre que j'ai préparé avec Marcel Kabanda ici présent qui va sortir début septembre à ce sujet. Bon, parce que je crois que c'est très important. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que l'anti-hamitisme, les Tutsis étant décrétés hamites, je ne vais pas rentrer dans les détails, il naît au même moment que l'antisémitisme. Vous trouvez les mêmes racines intellectuelles au milieu du 19e siècle. Dans ces constructions concernant l'Afrique, sur les vrais nègres et les faux nègres, etc. Bon, alors, chacun travaille un peu sur ce qu'il peut faire. Il y a des collègues qui travaillent sur des aspects plus diplomatiques. Alors, quand même, en ce qui concerne les politiques françaises en Afrique, il y a eu d'excellents travaux de Jean-Pierre Batte. Je ne sais pas si la personne qui est intervenue connaît Jean-Pierre Batte. Il a fait une thèse sur le rôle du système FOCAR dans tout ce qui s'est passé en Afrique équatoriale française. Et il a publié récemment un gros livre, justement, une espèce de relecture historienne de la France-Afrique. Ça s'appelle le syndrome FOCAR. C'est très intéressant. Le Biafra, évidemment, est évoqué. Je rappelle aussi qu'Alison Desforges, je vais commencer à défendre la corporation, elle était historienne. Et à mon avis, ce n'est pas un hasard. La qualité du rapport de Human Rights Watch, elle tient à la personnalité d'Alison Desforges, historienne, connaissant le Rwanda depuis déjà des décennies, sachant ce qu'il y avait derrière les tenants et les aboutissants au Rwanda. Ce n'est pas un hasard. Hein. Bon. D'ailleurs, je trouve que depuis sa disparition, Human Rights Watch, la qualité a un peu baissé, mais enfin, ça, c'était une opinion tout à fait personnelle. Alors, donc, d'autre part, en ce qui concerne Olivier Lanotte, il y a eu un compte-rendu dans la revue Politique africaine, qui n'est pas une revue minable, sur ce livre, sur le livre de Guichawa sur Boutarès, sur le livre de Perriès et Servenet. Il y a un compte-rendu que nous avons fait avec Marcel aussi, hein, paru dans Politique africaine, j'ai oublié quand, c'est en 93 ou 92, non, beaucoup plus récemment, non, je suis bête, 2009 je crois. Hein. Bon. Alors donc, il faudrait quand même pas... les historiens sont critiquables, hein, les journalistes aussi, enfin tout le monde est critiquable, mais enfin quand on critique, il faut savoir de quoi on parle exactement. Et c'est vrai, alors pour terminer sur une remarque générale, que je me rappelle bien que quand je devais parler sur le génocide en cours au Rwanda, j'ai souvent été invité en 1994, je disais toujours en arrivant, je ne suis pas un notaire. Je ne suis pas ici pour vous dire que c'est normal et pour donner mon label d'historien en disant voilà, on se massacre au Rwanda, c'est normal. Il y a une intelligibilité formidable. Je leur disais, il faut s'interroger,
il faut se poser des questions sur les héritages, les choix actuels, nos responsabilités, etc. C'est pas facile, c'est-à-dire ça va à l'encontre des certitudes, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras et qu'on n'essaie pas de comprendre. Oui, puis je vais rappeler comme Léon Sort l'importance des archives. Moi, j'ai travaillé avec Jean-François Dupaquier sur les massacres de Hutus qui ont pris un tour vraiment de génocide des élites Hutus au Burundi en 72. Nous avions fait des enquêtes, lui et moi. Lui à l'époque, hein, Jean-François, et puis moi plus récemment, rétrospectivement, des enquêtes orales. Mais les archives se sont ouvertes à Bruxelles et à Paris. Et les archives étaient très intéressantes. Elles montraient en particulier que les autorités européennes en savaient beaucoup plus qu'ils ne disaient publiquement. Et on voyait aussi évidemment les sensibilités différentes à Bruxelles et à Paris. Mais je veux dire, ça a l'air vraiment rétro de dire ça. Vraiment, les historiens aiment bien les archives. Pourquoi ? Parce que ce sont des traces directes, immédiates, ce sont des objets. C'est comme en archéologie, quand on trouve un tesson de poterie datable de telle époque, il sort du passé, là, directement. L'archive, ce n'est pas des récits faits après coup, c'est au moment même, ce qui ne veut pas dire qu'elles disent la vérité. On est là pour les décrypter, les croiser, etc. Mais c'est vraiment important. Et il est vrai qu'on souhaite beaucoup, qu'on attend, enfin, bon, ce sera pour la génération suivante, l'ouverture de toutes ces archives sur les années 90 dans la région des Grands Lacs, hein, parce qu'il reste plein d'interrogations, et pas seulement, comme le rappelait Léon Sort, du côté français. Bon, oui, mais je vais essayer de répondre, au moins partiellement, aux autres intervenants. Première chose, j'ai envie de dire sur la notion bergsonienne, effectivement, de la réalité. Et alors là, c'est moi l'historien qui parle que le témoin. Il m'a fallu attendre, il m'a fallu octobre 94, pour me persuader que nous avions effectivement affaire à un génocide. Donc Jean-Pierre Chrétien a rappelé tout à l'heure les dates. Je veux dire, le mot était asséné de manière de plus en plus forte, de manière de plus en plus péremptoire, de plus en plus affirmée et confirmée. Je ne pouvais pas l'admettre. Je me rappelle qu'en septembre 1994, je parlais encore des massacres. Pourquoi ? Et je vous assure que ça m'a poursuivi longtemps. Parce que, vous allez me dire que c'est de la naïveté. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Mais j'étais incapable de concevoir que des catholiques puissent commettre un tel forfait. Et ces gens, Mathieu Nguirou, Patsé, je peux en citer d'autres, je les ai tous vus défiler, j'ai mangé avec eux, j'ai discuté avec eux. Il était pour moi impensable, tout bonnement impensable, que ces gens-là puissent commettre un tel crime. Des massacres, une guerre civile, oui. Un génocide, c'était impensable. Il m'a fallu octobre 1994 pour me dire à un moment donné quand même un minimum d'intelligence et un minimum de réalisme. Je ne peux pas avoir raison contre tout le monde. À un moment donné, il y a tellement de preuves qui s'accumulent que vous êtes bien obligé de l'admettre, ou alors vous sombrez littéralement dans la mauvaise foi. Moi, il m'a fallu pratiquement 6 mois, mai, juin, juillet, oui, pratiquement 6 mois, pour accepter cette idée. Je ne pouvais pas la concevoir, vraiment en quelque sorte. Et pourtant, les preuves étaient là. Je veux dire, c'était devenu évident, mais je ne le voyais pas. Je ne pouvais pas le voir. Quant à l'idée des 2 fers au feu, je ne sais plus qui en a parlé, c'est vous. Juste dire, j'ai fait suffisamment de politique pour vous dire qu'un bon politique, il a au moins 2 fers au feu, si pas 3 ou 4. C'est du cynisme. Mais dans cette lutte pour le pouvoir, et là on est carrément dans la lutte pour le pouvoir, avec tout ce que ça implique, peut-être pour faire passer ses idées, mais aussi comme avantage. Nécessairement, si vous êtes un bon politique, vous avez plusieurs fers au feu, vous avez plusieurs discours. Et vous devez être, selon vos interlocuteurs, suffisamment persuasif pour lui faire croire que, effectivement, vous pensez comme lui. Vous allez dans le sens qu'il souhaite. Je veux dire, bon, Aberimana l'a fait remarquablement, mais j'ai envie de dire que c'est le propre de tous les politiques, ou de beaucoup. Ne généralisons pas. C'est aussi quelque chose que j'ai appris. Évitons de généraliser. Il y a toujours suffisamment d'exceptions dans une règle. Donc, nous sommes tous français et francophones pour le savoir, pour éviter de généraliser. Mais il est évident que beaucoup de politiques fonctionnent comme ça. Et c'est au moment où ils doivent prendre la décision qu'ils la prennent.
Et aussi longtemps qu'ils le peuvent, ils garderont plusieurs possibilités ouvertes. Oui, surtout ne pas faire des Rwandais des pions. Je peux vous dire que entre logiste, cet officier, je reviens toujours à ce que je connais un petit peu, entre logiste, cet officier praticien de la guerre révolutionnaire, ou plutôt contre-révolutionnaire, contre-insurrectionnelle, et Kayibanda, je ne sais pas qui manipule l'autre. En fait, je crois qu'ils se manipulent tous les deux. Chacun en fonction des intérêts qui sont les leurs. Et ils se trouvent être des alliés objectifs à ce moment-là. Mais entre alliés objectifs pour faire la peau de lunaire, ils se livrent entre eux une lutte pour savoir qui contrôle véritablement leur mandat. Et à ce petit jeu, très rapidement, on s'aperçoit que celui qui contrôle la réalité du terrain au Rwanda, c'est Kayibanda. C'est plus logiste. Très vite. Une question aussi sur... Oui, je crois que le temps de l'histoire, le temps de l'historien n'est pas le temps du citoyen engagé, ni le temps du témoin. Pour faire un travail sérieux en histoire, ça prend du temps. Ouais. Excusez-moi de parler encore de moi. J'ai mis 10 ans pour arriver au bout de cette thèse. Je vous assure que si j'avais dû répondre à une question immédiate, vous pensez bien que jamais personne n'aurait admis que je mette 10 ans pour arriver au bout de la réponse. Et encore, quand je dis au bout de la réponse, au bout d'une certaine réponse. Donc, il est vrai qu'à un moment donné, on a besoin de politistes, on a besoin de témoins, on a besoin de journalistes qui peuvent aller beaucoup plus vite dans le travail, ce qui ne veut pas dire que leur travail est de moindre qualité. Ça veut dire qu'il est différent. Et donc c'est vrai que l'historien a une certaine tendance, quand il respecte les règles de sa profession, il a tendance à être un peu lent à la réaction. Oui. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en regardant mon propre travail. J'ai toujours l'impression d'arriver avec des réponses, mais après la bataille. Merci beaucoup, merci à vous deux, merci vraiment à tous.